Révolution digitale, épisode 79. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Petit détour à Londres où notre invitée du jour défend les intérêts des artistes depuis son plus jeune âge. À 21 ans, elle gère sa première galerie d'art, puis ouvre la sienne à Los Angeles 2 ans plus tard. Elle lance en 2015 son entreprise MT Art Agency qui rompt avec le modèle de galerie traditionnelle pour mieux promouvoir les artistes qu'elle soutient partout à travers le monde. MT Art est la première agence à promouvoir des artistes visuels influents et qui est spécialisée dans la gestion des talents pour construire, développer et accélérer leur carrière. Elle a récemment été nominée par Forbes parmi les 30 Under 30 dans la catégorie art et culture et elle écrit et donne régulièrement des conférences sur l'art contemporain. Elle est notamment intervenue dans 2 TEDx sur l'influence de l'art. Tribu Digital, Keep Calm and Carry On. Nous avons avec nous aujourd'hui une entrepreneur qui veut que vous investissiez dans les artistes, pas dans l'art. Marine Tanguy. Salut Marine. Salut. Merci vraiment beaucoup de nous rejoindre et là je sais que tu es à Londres et qu'il est très tard, alors je suis obligé de te remercier doublement parce que voilà, je ne sais pas comment tu fais, tu reviens d'une compétition de business si j'ai bien compris et oui. Voilà, peut-être déjà un petit secret à partager avec nous sur comment est-ce qu'on fait pour tenir comme ça. Je mange des Haribo. Des Haribo, ok. Oui, c'est vrai, par contre, j'en consomme beaucoup, donc je vous le conseille. Ça a l'air de bien fonctionner. Bon, écoute, je rajoute Haribo dans ma liste après le café au lait australien. Je sais pas, peut-être une nouvelle recette pour que moi aussi je tienne un peu plus longtemps. Eh ben, écoute, Marine, je te propose de passer tout de suite à l'action dans notre petite émission. Je viens de donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de ton projet, est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Quelque chose qu'on ne sait pas sur moi. Je pense que malheureusement, je suis la génération Instagram, donc on sait beaucoup de choses finalement à mon sujet. Mais je pense que j'ai toujours là le côté très doré finalement. Je pense que moi j'ai vraiment grandi 17 ans, voilà, pieds nus près de la mer, à m'échapper par l'art et la créativité. Donc je pense que j'ai une relation à l'art qui reste toujours ça, qui reste très naturelle et très vivante, qui finalement est assez rare dans l'industrie dans laquelle je suis maintenant. Ouais, et on reviendra un peu sur les circonstances qui t'ont poussé à aller dans la direction que tu as choisie aujourd'hui, dans l'art, etc. Et est-ce que tu peux peut-être ici, alors du coup, nous parler de ton projet du moment, de ton agence, MT Art Agency, sur quoi est-ce que tu travailles principalement maintenant et comment est-ce que tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ce business model? Donc en fait, moi j'ai commencé comme tu l'as dit, comme directrice de galerie quand j'avais 21 ans. Je représentais des artistes comme Banksy, Conor Harrington, JR, donc qui étaient très connus en street art. Et j'ai été approchée par un investisseur qui m'a envoyé pour ouvrir ma galerie à Los Angeles. Donc c'est un partenariat. Donc la personne investit et vous faites du sweat equity. Ça veut dire que vous travaillez en échange de l'investissement qu'on a fait sur vous. Et j'ai obtenu ma galerie à LA. Moi, je savais que je voulais bosser dans l'art. Je savais que j'adorais les artistes. Et j'étais pas convaincue du modèle de galerie, en fait. Et malgré le fait que j'avais des positions très jeunes dans ce modèle-là, j'ai vite réalisé que les 2/3 des galeries ne faisaient pas d'argent, et c'est encore plus maintenant à l'époque, parce que ma recherche date d'il y a 4 ans.
Et j'ai eu la chance de découvrir toutes les agences d'Hollywood à Los Angeles qui montaient des talents de manière exceptionnelle d'un point de vue revenu, crédibilité et visibilité dans le sport, dans la musique, dans le film. Et je me suis dit c'est intéressant parce que notre filière le fait pas, alors que toutes les autres filières de talent finalement le font. Donc on est arrivé à mon modèle d'agence. On est la première dans l'industrie et moi je trouve pas mon modèle finalement si innovant que ça si on regarde en dehors de l'industrie. Par contre mon industrie le trouve particulièrement innovant, sinon disruptive, parce qu'on est les premiers. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a 200 artistes qui nous approchent tous les mois. On a un comité de sélection qui va nous aider à choisir les meilleurs artistes. Ces artistes-là, quand enfin on les sélectionne, sont financés tous les mois, plus ont une équipe qui regarde toute la stratégie pour monter la réputation de cette personne-là. Donc, on va regarder pour s'assurer qu'il ait le meilleur alignement avec les meilleures marques, avec la presse, avec de la visibilité. On va redévelopper des nouvelles sources de revenus autour de l'artiste, donc pas juste la vente d'œuvres, mais rechercher par exemple comment intégrer son art dans l'espace urbain. Comment là aujourd'hui on a lancé une couverture d'album avec une chanteuse ici qui est assez connue, c'est une de mes artistes qui l'a fait. Donc, chercher vraiment des opportunités nouvelles pour les artistes visuels dans lesquels on croit. J'aimerais dire quel est le projet sur lequel je travaille en ce moment, mais en fait, la beauté de l'agence, c'est qu'on a 20 ou 30 ans en cours. Donc, j'aurai jamais un projet spécifique. Je pense que l'un des projets qui a été, qui est particulier, l'un des 2 projets qui ont été particuliers pour moi récemment, c'est un qu'on a fait avec le fonds du maire de Londres ici, qui est une sculpture qui absorbe la pollution dans l'air. C'est un matériau que mon artiste a développé, Jasmine, qui s'appelle l'Azitech, et qui du coup absorbe la pollution du trafic que vous avez dans les rues, du road traffic, je sais plus comment on dit ça en français, de la pollution de voitures, oui. Et le transforme en non pollution. Et ça c'est chouette parce que c'est une manière de montrer que voilà, l'art a une vraie portée autant au niveau du message, de l'esthétique, mais aussi au niveau du matériau qu'ils peuvent utiliser. Un autre projet que j'ai beaucoup aimé, c'était à San Francisco. Et ils avaient inséré l'art de nos artistes dans une expérience de réalité augmentée. Et ça, une fois de plus, j'ai trouvé que c'était intelligent parce que c'était montrer une insertion de l'art et de la créativité dans tout ce qui était digital. Donc ça, c'est des exemples de choses qu'on pourra regarder. Après, on vend aussi beaucoup d'œuvres parce que les gens nous font confiance sur la sélection de nos artistes et sur le fait qu'ils montent. Donc la vente d'œuvres fait partie de ça. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de projet que je trouve intéressant. Et justement, tu étais aux États-Unis, à Los Angeles, où tu as été dans ta galerie là-bas. Et pourquoi avoir choisi Londres? Pourquoi être venu à Londres? Je pense que c'est parce que j'ai démarré moi. Donc moi j'ai fait Hippocagne et Cagne à Poitiers de 17 à 19 ans. Et à l'époque on m'a dit que j'allais devenir professeur et j'ai rien contre ça, mais c'était juste pas du tout ce que je voulais faire. Donc quand on m'a dit que le monde anglo-saxon on pouvait étudier des sujets spécifiques sans qu'on vous mette un métier à la fin, donc vous aviez plus de liberté, je me suis dit que peut-être que le monde anglo-saxon serait mieux. À l'époque, Londres était bien plus près que les États-Unis, donc ça paraissait déjà loin et ça paraissait déjà un grand risque, donc je suis repartie. Et donc Londres est devenu, comme c'était le premier endroit que j'avais essayé, une forme de base. J'ai un réseau bien plus puissant à Londres que j'en ai dans les autres villes. Donc, ça me paraissait évident quand j'ai voulu redémarrer avec ma propre entreprise que j'allais l'implanter ici. Après, je pense que l'ironie, c'est que mon modèle, c'est vraiment la Cagne qui rencontre Los Angeles parce que c'est finalement la compréhension de tout ce qui est divertissement et de monter l'influence de quelqu'un qui a mené avec des gens qui ont un contenu intellectuel fascinant. Donc, moi, j'ai un peu rejoint le modèle français, le modèle américain. J'ai pas grand-chose d'anglais dans mon modèle. Et donc, mais je pense que l'Angleterre est entre ces 2 pays finalement, et Londres surtout est entre ces 2 pays d'un point de vue business. Oui, et alors pour revenir rapidement sur les raisons qui t'ont fait lancer ton projet, tu disais que tu comprenais pas pourquoi le modèle qui était appliqué aux agences dans les arts audiovisuels n'était pas appliqué dans l'art, et je me demandais à quoi tu penses est due cette différence? Pourquoi est-ce que le monde de l'art, contemporain en tout cas, était différent et te juge aujourd'hui disruptive alors que toi tu trouves que ça l'est pas du tout? En fait, je suis dans une industrie où la plupart des gens qui sont dans cette industrie sont là parce qu'ils ont les moyens d'être dans l'industrie. Donc ça fait une industrie qui est très conservatrice. Donc pour vous donner une idée,
Il y a 50 000 artistes créatifs qui sont partis d'une grande ville comme Londres parce que ça coûte trop cher pour y rester. Ça m'a rendue folle hier parce que j'étais à la conférence annuelle de l'histoire de l'art et j'entendais mes collègues dans le sens des gens de l'industrie qui disaient faut vous attendre à pas être payé pendant 5-6 ans en rentrant dans l'industrie et vous devriez accepter que vous allez apprendre le boulot. Et bon, c'est quelque chose pour lequel je suis très opposée parce que je pense que du coup ça réduit les gens qui sont capables de rentrer dans l'industrie et au lieu d'attirer les meilleurs talents, vous attirez ceux qui ont les moyens de rentrer et ça en fait une industrie finalement qui a un tout petit marché, qui est pas régulée et qui est gérée par un type de personnes au lieu d'avoir une diversité. La musique ou la danse et le film et ont aussi de toute façon des audiences qui sont bien plus grandes, ont des professionnels dans ces industries-là qui sont bien plus diverses. Donc, ils sont capables de parler à un public qui est aussi très divers. Nous, on n'a pas encore cette chance-là. Bon, après, j'espère que on en sera représentatif, nous, avec l'agence. Mais mon industrie ne fascine pas beaucoup de personnes. Ça reste encore un tout petit monde. Alors, j'espère qu'à la fin de ma carrière, ça sera une industrie qui, finalement, à côté de la musique, on se rendra compte que le langage visuel est partout et que ça fascinera autant de personnes. Mais c'est pas du tout le cas à l'actuel. Oui, et je souhaite que ça se passe comme ça et tu seras sûrement considérée comme l'initiatrice de ce mouvement. Et justement, alors, comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître? Comment est-ce que tu as fait pour faire connaître MT Art? Je pense que je suis assez débrouillarde. Il y a des choses qui sont chouettes quand on vient de rien, c'est parce qu'il faut trouver vite des solutions. On n'a pas beaucoup d'options, donc on devient débrouillarde assez rapidement. J'ai un caractère où si je décide de faire quelque chose, j'y vais. Donc je suis pareil en sport. Si je décide de courir même un demi-marathon et même si j'ai pas fait beaucoup d'entraînement, mais je l'ai décidé, je vais aller jusqu'au bout. Ça veut pas dire que je serai pas toute rouge en train de transpirer à la fin, mais ça voudra dire que c'est parti, j'ai décidé. Donc quand j'ai actionné le bouton, je décide de faire un petit art. Pour moi, il y avait plus d'option B. En fait, il fallait qu'un petit art fonctionne. Ce qui fait que ça vous fait réfléchir la nuit, ça vous fait réfléchir tous les jours et vous arrivez à des idées qui sont intéressantes et qui font avancer plus vite que vos concurrents finalement qui peuvent dormir la nuit et le week-end parce qu'ils ont moins de stress. Et je pense que cette anxiété de départ fait que vous êtes toujours en train de trouver des idées qui sont en avance et qui peuvent pousser le business plus loin. Donc ça c'est une bonne chose. Est-ce que tu as mis en place une stratégie particulière, peut-être au niveau presse, au niveau des réseaux sociaux pour faire passer le mot, ou est-ce que ça s'est fait plutôt du bouche à oreille de manière naturelle? Je pense qu'au début, l'idée c'est on se fait connaître de partout, donc c'est vraiment on crie sur un toit et on espère que les gens entendent. En fait, ça c'est l'idée de départ quand on démarre un business. Donc la stratégie est moindre à ce moment-là. Je suis dans un stade différent de mon business. Donc maintenant, on va ouvrir un deuxième bureau à Paris. Donc c'est notre premier bureau international parce qu'on est basé à Londres. Et on développe des équipes. Et donc là, c'est vrai que évidemment qu'il y a beaucoup plus de stratégie. L'idée, c'est pas d'être partout, c'est justement de développer les endroits qu'on a besoin de développer en priorité. Donc ça c'est un nouveau boulot. Non, au départ j'étais vraiment en basket à regarder tous les endroits et de toute façon la plupart des projets et même le modèle même de l'agence n'avait pas été fait avant. Donc il fallait presque essayer tout et faire les erreurs le plus rapidement possible pour s'assurer qu'on ait les bons procédés en fait. Donc je suis pas sûre qu'il y ait une grande stratégie là-dessus parce qu'il faut beaucoup expérimenter au départ pour comprendre en fait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Génial. Je te pose alors une dernière petite question avant qu'on passe rapidement à ton parcours. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui voudraient se lancer leur propre affaire, peut-être dans l'art ou dans un autre domaine, basé sur ton expérience? Quelle est la première chose à faire? Oh là là, moi j'ai vraiment fait toutes les erreurs du monde. Alors je sais pas si j'ai des conseils à donner justement. C'est toujours dans cette situation-là. Je pense qu'il faut faire enfin je sais pas en fait, parce que je dirais oui, il faut faire de la recherche sur le marché que vous entrez. Il faut s'assurer que vous ayez de la valeur par rapport à vos concurrents, que vous ayez une idée qui soit plus nouvelle. Tout ça, ok, je le dirais. La réalité, c'est que je pense qu'il y a une part de naïveté
et une part de passion et d'énergie qui est menée au fait que vous êtes naïve ou vous êtes naïf, qui va vous porter assez loin parce que vous serez tellement têtu grâce à cette naïveté. C'est une forme de croyance finalement au départ, que moi, je dis pas que j'avais un manque de recherche, j'avais quand même 5 ans d'expérience dans l'industrie, mais ça m'a quand même beaucoup porté le fait de pas avoir beaucoup de savoir. Ça paraît horrible à dire comme conseil, mais je pense que j'aurais su à quel point c'était dur. Je suis pas sûre que j'aurais eu la confiance de me dire que j'étais capable de le faire. Donc je suis partagée là-dessus parce que j'ai des gens autour de moi et dans mon équipe où s'ils ont tout le savoir du monde, ils vont voilà, super bien s'en sortir et développer encore plus loin. J'en ai d'autres que si jamais ils savent tous les challenges qu'ils vont avoir, ça va finalement les faire peur. Moi, je pense que j'avais pas une grande confiance en moi et ça m'aurait fait peur. Donc, j'ai donné aucun conseil, je me rends compte dans mon explication. Mais je pense qu'il faut comprendre quel type de personne on est. Je pense que si on est quelqu'un où on a besoin de tout savoir avant de se lancer, lancez-vous là-dessus. Si on est quelqu'un qui fonctionne plus à la passion, à l'énergie et à l'ambition de ce côté-là, je suis pas sûre que vous avez besoin de tout savoir. Je pense qu'une base, c'est nécessaire, mais après, il faut se lancer. Non, mais j'adore cette réponse et c'était absolument très bien répondu. Merci beaucoup, Marine. Et je suis pas sûre que ça aide beaucoup. Alors, t'inquiète pas, on reviendra sur des conseils plus pratiques un peu plus loin, mais Tribu Digital, en attendant, voilà, on garde ça à l'esprit et on va maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Marine, son aventure en tant qu'entrepreneur dans l'art, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors, Marine, commençons par cette question. Et on l'a déjà un peu touché au tout début, quand tu parlais de Cagnes et de vers où tu voulais aller, mais quand est-ce que tu as su au fond de toi que tu voulais te lancer à ton propre compte, avoir ton propre projet? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui t'a retenu? En fait, c'est une fois plus un problème de confiance. Moi, je viens pas ma maman est institutrice, donc professeure des écoles, institutrice en français. Je viens pas d'un milieu où l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui existe. Donc et c'est pareil en fait avec les milieux de l'art, c'est que je savais même pas qu'il y avait beaucoup de boulot qu'on pouvait obtenir dans mon industrie en fait. Donc j'ai passé ma vie à relever ma barre sur ce que je voulais. Donc je m'en souviens quand j'avais eu 19 ans et que j'ai eu mon premier stage à la BBC, travailler à la BBC, c'était la chose la plus grande que j'aurais pu imaginer et que je me serais imaginé à 40 ans à travailler à la BBC, ça devrait être énorme. Et puis j'ai creusé sur le boulot même et je me suis dit flûte en fait c'est pas exactement ça qui me tient. Et ça a été ça plusieurs fois où et c'est pour ça que je suis contente d'avoir mon propre business parce que en fait je suis rarement satisfaite parce que c'est pas une question de je suis pas heureuse sur la satisfaction que j'ai, c'est plus que j'aime bien creuser de plus en plus. Dès que j'ouvre une porte, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière l'autre porte et j'ai envie de creuser sur la compréhension que j'ai du travail et de l'industrie. Donc l'entrepreneuriat me va très bien, mais moi j'avais pas pensé de cette manière-là. Et oui, je me suis pas imaginée patronne. Je pense que c'est juste que arriver devant le fait accompli de cette idée et du fait que personne le faisait et que je pensais bien la comprendre, je m'y suis mise. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai mis mon nom sur le business, c'est que je pensais que j'allais être quelqu'un qui était à mon compte toute seule en freelance, mais pas quelqu'un qui allait développer un business. Donc, je pense que la vie, ça a été un processus où à chaque fois, j'ai poussé une petite porte. J'ai vu qu'on pouvait l'obtenir ou j'ai vu qu'il y avait quelque chose derrière et du coup j'ai à chaque fois repoussé la porte qu'il y avait derrière. Mais oui, je me suis pas imaginée patronne, en tout cas jeune du tout. Et même le mot patronne, j'ai encore des difficultés avec en fait. Alors tu parlais de la BBC et est-ce que tu pourrais ou est-ce que tu te verrais revenir ou travailler comme une employée, revenir dans le monde du salariat? Oh non. En fait non, parce qu'en fait c'est sûr qu'il y a un stress différent parce que là, moi, j'ai des employés que je dois payer tout à la fin de chaque mois. Donc, c'est encore plus qu'un stress quand tu es freelance, ça c'est sûr. Mais, j'ai une liberté de folie. Mais c'est surtout que c'est pas une liberté dans le sens, je peux me lever le matin et faire ce que je veux. C'est plus une liberté d'expression finalement. C'est une liberté de penser, c'est une liberté de communication. Et je me rends compte que ça me correspond à mon caractère là-dessus, où j'ai envie de dire ce que je pense quand j'ai envie de le dire. Et quand on travaille pour une énorme boîte, c'est surtout une boîte comme ça qui est liée avec le gouvernement finalement, on a beaucoup moins de liberté. Et moi, j'adore ma liberté d'expression. Je suis capable maintenant dans ma position, si je suis en désaccord avec quelqu'un, même hier, même avec des gens de l'industrie qui sont plus âgés, d'exprimer mon désaccord sans que j'ai personne
même mes investisseurs au-dessus qui puissent dire quelque chose. Et ça m'importe parce que j'arrive du coup grâce à ça à poser les bonnes questions et surtout à continuer finalement le cheminement que j'ai sur qu'est-ce qui fait que notre industrie peut changer pour les meilleures raisons possibles. Donc j'ai pas de stop à cette réflexion-là. Et je pense que dans le monde corporate, dans le monde plus comme les grandes entreprises, oui, j'aurais pas, évidemment que je pourrais pas juste m'exprimer sur mes opinions quand je serai en conférence publique. C'est très bien dit, merci Marine. Et Tribu Digital, voilà, si vous hésitez encore, que vous ne savez pas si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous le voulez, mais vous ne savez pas si c'est fait pour vous, eh ben c'est un thème qui revient souvent, l'indépendance, la liberté, cette liberté que l'entrepreneuriat peut vous donner, qui n'est pas nécessairement une liberté, vous aurez toujours des clients à qui vous devrez rendre des comptes, mais si vous vouliez trouver des indicateurs pour savoir si c'est fait pour vous, en voilà un qui est très important. Et Marine, je te propose ici de passer au moment un peu plus dark de ton parcours, et tu nous parlais tout à l'heure de ta naïveté du début qui t'a peut-être fait surmonter certaines erreurs et apprendre de ces erreurs. Est-ce que tu pourrais nous emmener ici dans ton pire moment en tant qu'entrepreneur, en tant que à la tête de MT Art? Est-ce que tu peux nous emmener dans ce moment et nous le raconter brièvement? Oui, alors malheureusement, en fait, il y en a beaucoup. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Je pense que en fait, le truc, c'est que c'est quand on démarre qu'ils vous font vraiment du mal, et quand on grandit, ils vous font beaucoup moins de mal. Donc en fait, je pense pas que ça soit en soi les faits, c'est plus le fait que c'est nouveau. Et le fait que ça soit nouveau, ça vous marque beaucoup plus. Moi, j'avais pas le profil classique pour mon industrie. J'ai beaucoup d'opinions. Je suis partie de mes deux universités, donc en drop-out après 2 ans pour chacune des licences que je faisais. J'avais pas de parents derrière moi qui collectionnaient de l'art. J'avais pas de fondation ou de famille comme ça derrière moi. Donc c'est sûr que je suis pas le prototype de ce que l'industrie a l'habitude de voir, et surtout à la tête d'une entreprise. Moi, je m'en suis pas rendu compte comme ça, et je savais que ça allait challenger la manière dont les gens pouvaient me percevoir, mais pas à ce point-là. Donc du coup, je me suis pas fait forcément que des amis, c'est normal. Et ça, je pense qu'on oublie de le dire, c'est que quand on change les choses, et on le voit en France actuellement avec Macron, que je soutiens de manière assez forte, c'est qu'on oublie toujours que y a beaucoup de gens qui vont être contre vous. Parce que quand on veut le changement, c'est qu'on a étudié la chose et on a vu beaucoup de choses positives grâce à ce changement-là. Mais on oublie qu'il va y avoir une vague de personnes qui vont s'élever contre vous. Et ça, c'est quelque chose à savoir, parce qu'on n'y pense pas de cette manière-là. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un article comme quoi j'étais une sociopathe. Donc ça, c'est vrai que je l'avais pas du tout vu venir, comme wow. Adjectif me qualifiant, sachant que je pense avoir beaucoup de défauts, mais celui-là, je n'avais pas pensé. Et oui, et à ce moment-là, c'était le moment où je levais des fonds pour la première fois. J'avais des entreprises qui du coup arrêtaient de travailler avec moi parce que la première chose qui sortait sur mon nom, c'était le fait que j'étais sociopathe, parce que j'avais pas encore énormément d'articles de presse à l'époque. Et j'ai eu le droit du coup à des messages anonymes, ou des gens qui envoyaient des messages à mon réseau que tu pouvais voir sur Instagram à l'époque, ou les gens avec qui j'interagissais. Donc oui, enfin maintenant je peux en faire une blague, parce que je pense que 2 ans et demi plus tard, on se dit mais c'est complètement dingue. Enfin quand on se connaît bien et qu'on connaît bien ses amis ou sa famille, on se dit mais c'est dingue quand on y pense. Mais quand ça se produit, c'est l'horreur. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Et même 3 heures avant cet appel-là, j'ai reçu une attaque avec quelqu'un qui a été absolument horrible avec l'un de nos artistes. Donc du coup que j'ai demandé de plus jamais nous contacter. Et ça paraît bête. Je sais que cette personne a très peu d'influence. Je sais que cette personne a été horrible avec nos artistes. Je comprends tout le rationnel. Mais même cet email méchant-là me touche encore. Je pense que on peut avoir un bouclier, le meilleur bouclier du monde. Ça nous touchera toujours une attaque finalement personnelle. La seule différence, c'est que je suis très occupée maintenant, donc j'ai le temps de me lamenter pendant 15 minutes, et puis après il y a un autre truc qui se passe, et en général c'est une bonne nouvelle ou quelque chose d'autre. Du coup, ça me touche beaucoup moins. Alors qu'à l'époque, vous restez dessus parce que c'est finalement votre seule réalité quotidienne pendant quelques semaines, et du coup ça vous touche beaucoup plus. Donc je pense que ça c'est la seule différence. Mais oui, faut savoir que je suis dans un milieu tout comme le milieu de la fashion,
voilà, je me suis repris un email qui était franchement pas très sympa. Ouais. Donc, il faut se préparer. Et puis, des fois, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vous connaissent pas aussi et qui ont envie d'exprimer alors qu'il est 7 heures du matin et que vous vous réveillez, quelque chose qui est aussi abominable. Donc, il faut, voilà, être une personne publique, ça a été un énorme bénéfice à mon entreprise. Après, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Je pense que le meilleur bouclier, c'est justement, moi, j'ai la chance d'avoir un partenaire de vie incroyable. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont solides. J'ai la chance d'avoir un groupe avec qui je travaille qui est très solide. Et pareil avec mes relations avec mes parents. Donc, je pense que il faut juste le savoir. Mais ça s'arrête pas et je pense que ça vous touche toujours autant. Oui, et Tribu Digital, voilà, c'est très clair. Si vous voulez changer les choses, si vous lancez un business qui va créer une disruption dans son industrie, vous allez faire face à de la résistance. Vous allez rencontrer des critiques. On va vous dire des choses qui vont pas vous plaire. On ne peut de toute façon pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. La question, c'est comment est-ce que vous allez gérer cette négativité et ces critiques? Et Marine vient de vous donner déjà un petit aperçu de comment elle fait. Je pense que déjà être bien entouré, c'est important. Et tu parlais du fait que c'est surtout quand tu es dans le fashion, dans l'art, dans toutes ces industries où il y a beaucoup de visibilité. Mais on retrouve ça aussi avec l'avènement des réseaux sociaux. On trouve ça dans beaucoup d'autres industries. Et voilà, Tribu Digital, soyez préparés à ça. Mais ne voyez pas ça non plus comme quelque chose qui doit vous arrêter. Vous allez passer à travers. Et Marine, si tu pouvais résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience jusqu'à présent, qu'est-ce que ce serait? Je pense du coup vis-à-vis de ça, c'est que moi je savais pas que j'allais devenir publique de cette manière-là. Donc faut faire très attention à ce que vous dites, comment vous le dites, faut pas que ce soit déformé. Faut être très clair et très factuel. Et il faut aussi c'est pas des petits mensonges mais des exagérations, et quand on démarre qu'on se rend pas compte, et c'est pareil, des petits mensonges, des choses que on va faire parce que on est excité et qu'on veut les dire, et ça c'est pas bien parce que vous vous retrouvez être sous l'œil du public assez rapidement. Et puis après, je pense qu'il faut s'assurer que vous ayez une fondation un socle de gens qui soient très solides, qui sont des gens qui sont là pour vous malgré les hauts et les bas. Mais je pense que oui, moi je parlais beaucoup et puis avec toute l'ignorance que j'avais aussi au départ et des projections que j'avais. Et puis ça s'est retrouvé dans la presse. Enfin, il faut faire attention, c'est-à-dire que chaque phrase peut être déformée, peut être répétée, peut être renvoyée. Donc voilà, donc chaque mot compte. Je pense que ça c'est la différence avec quelqu'un qui n'est pas dans l'œil public et quelqu'un qui l'est, c'est que chaque mot que vous allez dire va compter, même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez mal dormi, même quand vous êtes émotionnel, ce mot-là va compter. Voilà, et je peux confirmer à notre audience que tu n'es absolument pas une sociopathe. Et d'ailleurs, j'espère pas. Et d'ailleurs, justement, quand on regarde une définition de ce terme, on se rend vite compte que la personne qui a fait elle-même le commentaire est probablement le sociopathe. Et c'est pour ça que oui, ça c'est sûr qu'en général c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais moi d'ailleurs, je savais pas ce que c'était un sociopathe à l'époque, donc on a dû avec mes copines le rechercher sur internet pour essayer de comprendre si oui ou non ça qualifie. Parce qu'en fait, c'est un terme finalement certes qui est employé, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc du coup, c'est vrai qu'on avait fait une recherche à l'époque. En plus, c'est un terme très dur et moi, je vois beaucoup d'empathie dans ce que tu fais, dans ce que tu veux faire. Et je te propose justement de redescendre de ce moment dark pour faire une petite pause. Et ici, Marine, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale et tu me réponds en allant à l'essentiel. Alors, que choisis-tu ? Mais moi, je pense que comme il est minuit, je pense que tu vas deviner mon choix. Bon, alors, ce sera pause cocktail, à moins que vraiment tu boives du café à minuit. Et alors là, je suis complètement à côté de la plaque. C'est très bien. Je ne bois pas de café. Donc, voilà, ça réduit les opportunités là-dessus. Bon, écoute, je te propose même si tu as encore un peu d'énergie, on va passer dans un petit portail temporel et on va partir à la plage, en hamac ou sur chaise longue, un cocktail ou une noix de coco à la main. L'ambiance est décontractée et relaxante, il fait chaud et tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Alors, qu'est-ce que tu prends ? Plutôt noix de coco, plutôt cocktail, mojito, ce que tu veux. Un cocktail, un mojito. Allez, un mojito, c'est très bien. Moi, je te suis. Allez, 2 mojitos. Et on parlait justement de la négativité. Et comment est-ce que tu gères le stress et la peur ?
Comment je gère le stress et la peur? Je pense que le stress, moi, je marche beaucoup et je danse 45 minutes par jour. Ça paraît très bête, mais j'essaye de m'en débarrasser. J'en parle aussi beaucoup, donc j'ai des gens avec qui je vais dire je suis stressée, je suis pas. Donc j'essaye vraiment de le sortir de mon système le plus rapidement possible. La peur, je pense que c'est aussi un mécanisme, mais je pense que j'ai pas tant de peur que ça. Je pense que ça revient au. Je suis passée par tellement finalement de vies différentes. Je vais pas dire que j'ai fait des choses grandes, mais j'ai eu tellement de changements de vie que je pense que j'ai pas tant de peur que ça d'un point de vue professionnel. Tout paraît finalement assez possible à ce stade-là des choses. Ça paraît très prétentieux, mais ça a enlevé beaucoup de peur en fait. Si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Alors, c'est pas inspirant, c'est pour beaucoup de termes. Je pense que Ayn Rand, Atlas Shrugged. Alors, attends que je te trouve la traduction. Atlas Shrugged, Ayn Rand. En français, c'est... Je sais même pas si c'est traduit. Eh ben non, c'est pas traduit en français. Donc gardez. Oui, et je sais pas comment on pourrait le traduire. Atlas Shrugged d'Ayn Rand qui fait 1200 pages. La raison pour laquelle je le conseille, c'est vrai qu'il faudra plus de morito parce que ça va durer un petit peu de temps pour 1200 pages. Moi, c'était une femme entrepreneuse qui donc a quitté la Russie pour s'installer aux États-Unis dans les années 60. Il y a beaucoup de controversies au niveau de ce bouquin. Oui. Malheureusement, ça a été rattrapé par des mauvaises personnes, je pense. Faut pas tout prendre. Et d'ailleurs, c'est un système philosophique. Donc moi qui aime bien la philosophie, voilà, c'est rare que je trouve un philosophe qui a tout ce qu'il faut de bon dans le système. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle a repensé un système et qu'elle l'a repensé de la manière politique, sociale et philo. Elle a certes positionné l'entrepreneur au centre de ce système et finalement, c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs se la réapproprient. Moi, je pense aussi que c'était la première fois que je voyais une femme héroïne finalement qui était entrepreneuse et qui faisait un sacré système philosophique, social et business. Et c'était au tout début où je montais MT Art. Et MT Art est finalement un système philo parce que on veut changer l'industrie, on a des positions sociales et on a aussi des positions financières et économiques. Donc ça avait un peu la même truc. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à penser. C'est rare que je lise des bouquins en suivant tout à la lettre. Ça correspond au profil entrepreneur. Mais j'aime bien les bouquins qui me poussent, en fait. Et elle m'a vraiment poussée. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on n'est pas d'accord avec elle, mais elle te pousse dans tes tranchées. Et je pense que c'est à ce moment-là où tu sors des idées qui sont intéressantes. Donc, je reste à la recommander. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de gens qui en parlent, c'est un peu comme Proust, c'est Marcel Proust. J'ai l'impression qu'ils l'ont pas lu. Ou en tout cas pas lu celui de 1200 pages. Et je pense qu'il faut lui donner la lecture complète. Et après, allez-y, débattez. Mais la plupart des gens avec qui j'en débat, je me rends compte qu'ils l'ont pas lu. Et c'est un peu comme Marcel Proust, la fameuse Madeleine. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en débat, on l'a pas lu. Donc voilà, je pense que c'est un bon ouvrage. Si vous êtes à l'aube de démarrer une entreprise, c'est un des ouvrages, je pense, qui a inspiré beaucoup d'entrepreneurs. À quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top? Non, j'ai aucune routine. Donc, j'ai jamais. Hier, j'étais à Glasgow, donc j'ai commencé à 4h du matin, j'ai pris l'avion et j'ai fait un retour parce qu'on était du coup à cette fameuse conférence de l'histoire de l'art. Aujourd'hui, j'ai eu un photoshoot parce que le maire de Londres est en train de faire une campagne sur le fait que Londres est ouvert et nous, on s'insère du côté de l'art. Après, j'ai mes rendez-vous et j'avais un meeting, un stratégie meeting avec mes artistes et mes employés l'après-midi. Et là, je viens de finir sur un business award. Donc, aucune routine. Mais une fois de plus, moi, j'aime pas la routine. Donc, c'est parfait. Parce que je pense bien quand je suis dans un avion et quand je suis en train de courir partout. Vous me laissez 3 jours à faire exactement la même chose et je me meurs. Donc, je pense que c'est bien. Mais j'ai pas de routine, en fait. Mais par contre, ma routine, c'est que je passe ma vie avec des gens, à parler avec des gens et à développer des relations. Ça change pas. Mais où je les développe et avec qui je les développe, ça, c'est très, très fluide. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Je pense qu'on arrive à un stade qui est fascinant parce qu'on arrive à un stade où l'entreprise peut aller très loin. Et ça, c'est chouette. Donc, pour vous donner une idée, et ça va être des gros chiffres, mais en fait, il y a 3 des agences de talent hollywoodiens au monde qui sont à plus d'1 milliard d'évaluation de l'entreprise. Il y en a
il y a aucune des agences qui couvre les artistes visuels. Et nous, on sort avec la crédibilité de notre industrie et le fait que d'un point de vue économique, ça sort et ça marche bien et qu'on a de plus en plus de visibilité. Et je pense qu'on peut maintenant viser une croissance qui est assez exceptionnelle. Donc c'est le début où je pense que le premier stade, c'est se dire ok, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que c'est pas, comment on le fait. Et là, pour la première fois, je me dis ok, on est peut-être dans quelque chose qui peut devenir très gros. Et là, vous êtes à la deuxième, je sais pas si vous courez des marathons, mais c'est la deuxième partie du marathon où là, il faut regarder tout droit, exactement à l'objectif et comprendre vite comment accélérer. Donc moi, donc mon cerveau est beaucoup sur cette période-là. Je trouve ça absolument fascinant parce que tout est conçu sur le coup et voilà, et c'est plein de challenges. Voilà, j'adore cette réponse. Et Marine, dernière question, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi, en dehors de l'art? Je pense que si j'avais pas pris l'art, c'est difficile de choisir à chaque fois une réponse. La première, ça serait l'environnemental. Je pense que on se rend pas compte à quel point c'est vraiment demain. Donc, je pense que je serais rentrée dans cette industrie. J'ai aussi un énorme problème avec le fait qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues. Donc, voilà, ça c'est deux choses qui me tiennent à cœur. Et ça revient avec une inégalité sociale qui me pose beaucoup de problèmes. Donc je pense que oui, j'aurais pu prendre une autre cause sociale. Je suis ravie d'avoir pris celle de l'art, je suis ravie d'avoir pris le langage visuel, mais en soi, sur une vie différente, j'aurais pu prendre une cause sociale bien différente. Super. Et Marine, voilà, on est arrivé à la fin de l'épisode et merci vraiment beaucoup d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. Et Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note comme d'habitude. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère vraiment que l'aventure de Marine, qui est vraiment très, très, très inspirante, je trouve, eh ben, elle va vous inspirer aussi vous-même à faire le grand saut. Alors, Marine, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer, justement? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Ça va être controversé ce que je raconte, mais s'ils hésitent, il faut essayer de comprendre pourquoi ils hésitent. Si c'est des peurs qui sont irrationnelles, ok, dans ce cas-là, il faut se lancer. S'il y a quelque chose de rationnel là-dedans, faut le creuser, parce que si vraiment, moi je veux pas que les gens se lancent pour que ça fasse mal. Je veux que quelqu'un se lance parce que c'est quelque chose qui est logique là-dessus. Donc je pense que essayer de comprendre où la peur est. Si c'est quelque chose d'irrationnel, comme les gens vont mal penser de vous, vous humilier, ou il y aura un problème ci, ou il y aura un problème ça, ou l'industrie sera pas d'accord, ça c'est ridicule. Par contre, si c'est un problème de finance ou qu'on pense que c'est pas un modèle qui peut être en croissance ou qu'il y a des vrais problèmes de fond sur la structure de comment ça va se produire, là il faut continuer à creuser parce que quand vous serez devant, si ça se trouve, ça va être compliqué. Voilà, tout est dit. Marine, vraiment, merci du fond du cœur d'être venue nous rejoindre si tard aujourd'hui. Et avant de nous quitter, dis-nous comment peut-être on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digital t'écoute. Moi, je suis vraiment la génération milléniaux Instagram. Donc, je poste tout sur Marine Tanguy Art. Ça, c'est le mien perso. Vous verrez que quand vous êtes dessus, il y a aussi celui de l'agence. Et puis j'espère donner du coup un behind the scene qui est assez excitant pour les gens qui ne sont pas du tout dans l'industrie et qui veulent en savoir plus. Annonce, non, j'ai pas de grande annonce à part le fait que je vais rejoindre mon lit dans les 5 minutes qui arrivent. Et ça c'est une grande annonce en soi. Donc voilà, je pense que je vais le laisser à ça. Bon, et on va te laisser à ça aussi alors. Et Tribu Digital, vous venez d'entendre Marine Tanguy partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Marine dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Marine sur marinetanguy.art, c'est ça? Ou .com? Marine Tanguy Art. Sur Instagram, c'est juste Marine Tanguy Art. Ah voilà, tu vois, moi en tant que génération X, tout de suite je fais des vieux liens internet, alors que oui, c'est sur Instagram, Marine Tanguy Art. On va aller tout de suite s'inscrire et aller voir tout son travail, c'est vraiment exceptionnel. Marine, vraiment merci d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digital. Je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Hey Tribu Digital, j'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Marine.
Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Revoche Digital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyable, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la tribu digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!